Réveillez-vous. Situation inquiétante. Si rien n'est fait, écoutez ça. Bon. La capitale a vécu une nuit de forte tension, provoquant panique et inquiétude parmi les populations riveraines. Les forces spéciales nigériennes sont intervenues rapidement et avec efficacité, neutralisant la menace et capture des assaillants. Le périmètre a été entièrement sécurisé, les installations stratégiques protégées et les populations mises à l'abri. En l'absence de communication officielle immédiate, plusieurs hypothèses circulent évoquant une attaque ciblée contre les sites stratégiques ou une tentative de déstabilisation interne ou externe. Des témoignages font état de mouvements suspects observés dans la zone avant des tirs. Cette opération réussie confirme la vigilance et la capacité de riposte et les forces de défense nigériennes, réaffirmant la détermination du Niger à préserver sa souveraineté et la stabilité nationale dans un contexte sécuritaire régional sensible. Hier, aux environs de 0h GMT, soit 1h du matin à Niamey, une violente attaque a secoué l'aéroport international de Niamey Amani Diori. L'aéroport international de Niamey, situé à quelques encablures de la ville de Niamey, a été le théâtre d'une attaque violente perpétrée par les forces du mal. Très tôt, les forces des armées nigériennes ont donc fait face à cette attaque et ont commencé donc à ratisser toutes les quartiers aux alentours de Niamey, de même que toute la ville. Des assaillants ont été capturés. On peut voir ici cet assaillant qui a été capturé donc vivant, qui pourra donner de plus amples informations. Cette violente attaque intervient à un moment donc où le pays fait face déjà à des groupes armés terroristes et aussi fait face à une volonté de la France d'y revenir pour exploiter l'uranium. En effet, comme vous pouvez le voir ici sur ces images donc que nous allons revoir, violente attaque donc. Alors, que s'est-il passé? Il y a de cela quelques jours, une polémique donc est née et a commencé à enfler sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les palais présidentiels de Paris et de Niamey, de même que dans les sièges de l'entreprise Orano, tant à Paris, à la Défense, qu'au Niger. Orano, c'est l'ancienne Areva. Que s'est-il donc passé? Orano, une entreprise française, une entreprise d'État française qui exploitait l'uranium au Niger, a on va dire un stock d'uranium qui était entreposé à l'aéroport international de Niamey. Il y a eu des problèmes sur ce stock. Le gouvernement du Niger réclame ce stock et Orano, l'entreprise française, dit qu'elle est propriétaire de ce stock. Alors, il y a eu cette polémique, c'est plus de 1000 tonnes de yellow cake, 1000 tonnes donc d'uranium déjà travaillé. Orano promettait hier, avant donc cette attaque, d'agir en justice contre quiconque voudrait mettre la main sur son uranium. Donc le groupe industriel français, selon le journal Le Monde, comme vous pouvez le voir, a annoncé mercredi poursuivre ses actions juridiques contre l'État nigérien qui l'a exproprié. C'est ce qu'ils disent. Il a également fait savoir que le chargement d'uranium qui a quitté fin 2025 le site de la Somaï se trouvait bloqué à l'aéroport de Niamey. Un autre journal français, cette fois-ci Le Point, disait une embarrassante cargaison d'uranium bloquée à Niamey au cœur d'enjeux géopolitiques. Bloquée à l'aéroport de Niamey, une cargaison d'uranium est devenue le symbole d'un Niger enclavé pris dans un bras de fer diplomatique où se croisent intérêts français, ambitions russes et rupture régionale. Donc vous avez compris que Orano et la France veulent l'uranium et le Niger aussi réclame cet uranium. C'est quelque chose qui est sorti du sous-sol du Niger pendant plus de 60 ans. Avant même les indépendances, Areva d'abord et ensuite Orano a exploité l'uranium du Niger et se chargeait de le vendre sur le marché international et de donner
que quelques miettes à l'État du Niger. On a tous appris dans les livres et on entend ça un peu couramment que le Niger fait partie des pays les plus pauvres du monde. Où est le pays le plus pauvre du monde? Pourtant, c'est l'un des plus grands producteurs mondiaux d'uranium. L'uranium est utilisé dans le combustible pour faire fonctionner les centrales nucléaires qui produisent l'électricité. Et toute l'électricité de France est produite, en tout cas une très grande partie, plus de 90%, est produite par l'uranium en provenance du Niger. Et ainsi, EDF, Électricité de France, produit l'électricité, le vend en France et même au-delà de la France, en Espagne et dans d'autres pays. Donc EDF peut produire cette électricité grâce à l'uranium et en provenance du Niger. Donc Areva exploite l'uranium du Niger, le revend à EDF qui produit l'électricité et donc vend ça aux Français, au plus de environ 60 millions de Français et au-delà même des frontières françaises. Donc Areva et EDF se font de l'argent, versent des impôts à l'État français et le Niger se trouve donc les bras vides. Le Niger ne reçoit presque rien de la production et de la commercialisation de son uranium pour, par exemple, construire des écoles, des centres de santé, etc. La zone où il y a production d'uranium, qui est le nord du pays, est une zone déjà enclavée, une zone où il n'y a pas de centre de santé, il n'y a pas d'école, mais surtout une zone qui aujourd'hui fait face aux attaques djihadistes. Alors l'État nigérien, qui veut reprendre en main la production et la commercialisation de son uranium, est aux prises avec Orano qui stipule qu'elle a un contrat d'une longue durée, qu'il faut que le contrat là arrive à terme. Mais surtout, en attendant, tout ce qu'ils produisent, c'est eux qui vont l'acheminer et le vendre. C'est-à-dire qu'ils veulent respecter des contrats qu'ils ont signés avec des gouvernements corrompus qui ont précédé le gouvernement du général Tiani et continuer donc d'exploiter les Nigériens. Le Niger dit non, ça ne peut pas se passer ainsi. Nous allons voir plus clair. Toute la production sera contrôlée, en tout cas en partie par le Niger. On va savoir combien de kilos d'uranium sortent chaque année des mines du Niger et ainsi aussi renégocier donc ce qui nous revient. Voilà, les parts du Niger. Et la France dit non. Voici le bras de fer. On se souvient qu'après le renversement de Mohamed Bazoum, qui était très proche de la France avait refusé de quitter le pays, avait même refusé de quitter l'aéroport international à Mani Diori de Niamey et avait demandé à la CEDEAO de lancer une opération pour remettre le président Bazoum en place, de le remettre dans ses fonctions. Et c'est donc les États-Unis qui ont essayé et qui ont pu décourager la France. Sinon, on se serait mis dans une situation catastrophique, dans une guerre civile même. Et c'est cette même situation qui aujourd'hui encore demeure. La France a instrumentalisé le Niger pour bloquer l'accès au port de Cotonou, en provenance de Niamey. La frontière est d'ailleurs fermée. Le Niger et le Bénin ont fermé chacun de part et d'autre les ambassades. Le Bénin dit avoir arrêté sur son sol des agents de renseignement du Niger qui sont venus déstabiliser, et l'ambassade aussi à Niamey et du Bénin, bien sûr, est impliqué dans des déstabilisations avérées. Voilà. De l'autre côté, ce sont plus des rumeurs. Par exemple, le Bénin dit c'est le Niger qui a participé au coup d'État du colonel Pascal Tigri, et le Bénin dit Pascal Tigri est au Niger, ce qui n'est pas avéré. Mais le vrai point, le problème donc de la discorde, c'est l'uranium. L'uranium qui, on le sait, est une matière très importante. Donc, à part les centrales nucléaires, il y a les centrales nucléaires qui produisent l'électricité, il y a aussi donc les bombes nucléaires. Dans un monde aujourd'hui en reconfiguration, où les pays peut-être s'apprêtent à s'affronter militairement, la France veut avoir la main sur cette matière première stratégique qu'est l'uranium. Et pour ça, elle veut avoir la main sur son ex-colonie, sur le Niger. Les choses vont donc être encore plus compliquées. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait d'autres attaques de ce genre. Mais on a vu aussi une chose qu'il faut rappeler ici,
c'est que la force d'intervention rapide commune aux 3 États de l'Alliance des États du Sahel a réagi, voilà, de façon, on peut voir donc, ce sont ces militaires de la force d'intervention rapide, les commandos de l'AES, parce qu'il y avait une force intégrée de l'AES qui a été mise en place, on s'en souvient il y a quelque temps. Donc cette force intégrée a agi avec diligence pour mettre fin à cette attaque. Des assaillants ont été capturés. C'est du népotisme, il y a du népotisme à la tête de Côte d'Ivoire. Voilà, les rebelles là, les Sourous là, tout le groupe là. Non, Gbagbo, c'est un clanique, c'est un sectaire à la tête de la Côte d'Ivoire là. Il gouverne avec les cadres de les gens de sa famille, tout et tout. Bon, voici Ouattara qui est là. Lui là, ça a dépassé le cadre du népotisme. C'est-à-dire que népotisme même là, pour lui-même, ce n'est pas un nom. Népotisme même, c'est petit. C'est-à-dire son frère est DAF de la présidence pour commencer. Après, le même ministre des Affaires présidentielles. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Après, on lui donne la défense. Il n'est pas fatigué. Hein. Sa femme, là, son fils va gérer tout le négoce Café Cacao. On va leur donner la sève de la richesse de la Côte d'Ivoire, là. Ils vont se l'octroyer. Tous les gigantesques bâtiments du plateau et tout ça, on met des sociétés écrans. Mais c'est à elle que ça appartient. Ils n'ont pas fini. Il va prendre la petite sœur, non, la fille de sa sœur. Elle va être secrétaire générale. C'est ça, non? Du gouvernement. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est? On est tenu par un clan, par une mafia. On est tenu par... Oh là là, c'est trop grave ça. Ça dit, son frère était DAF de la présidence. Montrez-moi Gbagbo qui a nommé quelqu'un à la présidence. Quelqu'un de son clan. Non, c'est trop grave. Même PDCI qui est PDCI là. Ils n'ont pas fait ça. Tu nommes ta nièce secrétaire générale. Avant de la nommer secrétaire générale là, elle est conseillère. C'est ça non? Du président de la République. Après, elle est conseillère. Et puis, elle est secrétaire générale. Maintenant, elle secrétaire et porte-parole. Ouf! En plus. Maintenant, c'est pas fini. Hein? Maintenant, elle, son mari, il est ministre. Maintenant, la nièce est DG, je crois, des Puma Énergie ou Gesto aussi, je sais plus quoi là. Et puis, son mari, de sa nièce, est ministre de la... Je sais pas. Et puis, c'est quoi tout ça là? C'est quoi tout ça là? Mais est-ce que vous les entendez parler? Les gars qui ont pris les armes là, pour dire que Laurent Gbagbo gère sa famille là. Mais c'est maintenant qu'ils viennent parler. On nomme des nièces PCA de la CIE. C'est ce que moi, Félix dit. On les nomme à la tête de Sogepieux, des cousins éloignés. Je sais, et puis c'est un clan, mais méchant, extrêmement méchant. C'est-à-dire que c'est une dynastie. Hein? Maintenant, ceux qui ont pris les armes là, pour dire que non, Laurent Gbagbo, lui, il gère avec sa famille. Voilà. C'est du népotisme. C'est du clientélisme. Et puis, ils ont les gros mots là. Voilà. Et voici un peu. Et c'est pas toute la famille élargie. Hein? Attendez. Ceux qui ont pris les armes là, ceux qui ont combattu Laurent Gbagbo pour ces pratiques là. Mais vous êtes où ça? C'est maintenant nous on vous cherche. C'est maintenant nous on vous cherche. Tout le village, merci mon frère, tout le village, les cousines, des anciennes stripteaseuses, hein, on les prend et puis on les met DG à la tête des structures. On prend des petits neveux, des petits cousins, on les nomme ici. Les maris qui se font, les filles de ses frères, de ses soeurs, qui sont fait enceinter.
On a vu ici, il a donné Web Fontaine, qui était le mari, Monsieur CG, qui était le mari de sa fille. Oh, c'est quoi tout ça là? Tout ça là, ceux qui piaillaient, qui dénonçaient ça. Attendez. Excusez. Ils n'ont qu'à venir parler. Pourquoi il n'y a personne pour parler? Ah, le son est coupé. Vous m'entendez? Vous m'entendez? C'est bon? Ok. Les anciennes maîtresses deviennent ministres. Des femmes sans parcours. On ne les connaît pas. On dit non, elles sont ministres. Il y a une qu'on appelle Belmonde Togo qui va insulter d'éminentes personnalités comme le président Laurent Gbagbo, disant d'eux que c'est des zozos. Mais toi qui te connais, madame, moi je ne vous connais pas. Et je suis allé voir un peu votre parcours. Jugez, voir si ce parcours est inspirant. Si véritablement c'est par le fait de mérite que vous êtes ministre ou c'est par d'autres voies, je ne sais pas. Vous seul pourrez le dire. Mais je n'ai rien trouvé. Quels sont vos faits d'âme? Qui vous êtes? À qui vous rendez service? Qu'est-ce qui se passe pour que ce soit vous qu'on prenne comme ça, et puis, vous voyez, une famille, c'est dans le royaume là, que le roi nomme ses parents à la tête des différentes institutions, des choses comme ça. C'est un royaume. Donc, la gestion de la Côte d'Ivoire s'apparente à un royaume. Mais personne ne dénonce cela. Personne ne dit mot. Ils se sont partagés la Côte d'Ivoire comme un gâteau. Après s'être partagé la Côte d'Ivoire en famille, ils y invitent leurs amis pour que eux aussi puissent se délecter des restes. C'est comme ça que les gens, en même temps qu'ils sont au pouvoir, en même temps qu'ils ont des sociétés, en même temps que c'est des hommes d'affaires, et puis il y a des conflits de compétences, on ne sait pas, c'est pas possible. C'est sous leur règne là. Les gens qui se plaignaient, voilà les Kabanyali là, qui ont fait sortir vidéo ici pour s'ériger, pour dire non, on ne doit pas gouverner avec sa famille, que ce sont des pratiques que eux ils n'aimeraient pas voir. Et on les a vus sur des plateaux de télé. Qui a suivi son passage là? Kabanyali là. Qui a suivi son passage? Tous ceux-là, on va les pendre. Ah. Écoutez. S'engager par rapport à la question du tribalisme. C'est grave à plusieurs égards. D'abord, ce n'est pas les plus méritants. Vous ne pouvez pas faire évoluer une société, une économie sur la base des connaissances, des frères, du paiement. Il faut des ressorts pour amener les gens. Il faut des ressorts à donner le meilleur d'eux. Les gens. Il faut des ressorts à donner le meilleur d'eux. Les gens. Vous avez écouté ce qu'elle a dit? Vous avez écouté ce qu'elle a dit? Vous avez écouté ce qu'elle a dit? Il ne faut pas nommer des gens parce que ce sont vos frères. Maintenant, toi, tu es au pouvoir là. Hier, quand il disait que Laurent Gbagbo, il nommait ses frères là, alors que tu ne pouvais pas en apporter la preuve. Laurent Gbagbo n'a jamais nommé son frère. Le fils de Laurent Gbagbo, il s'appelle Michel Gbagbo. Son père est président. Demandez-nous ce qu'il faisait. Il partait donner cours à l'université. Laurent Gbagbo avait ses filles. Vous avez vu ces filles-là être à la tête de quelque chose? Vous les avez vues? Dites-nous. Cette Kabanyali là, voilà, il y a la région encore. Sa tête là. Attendez. Agir par rapport à la question du tribalisme. C'est grave à plusieurs égards. D'abord, ce n'est pas les plus méritants. Vous ne pouvez pas faire évoluer une
une société, une économie sur la base des connaissances, des frères, du paiement. Il faut des ressorts pour amener dans le circuit le système scolaire ivoirien pour ne passer pas. Bon, moi, j'ai lui posé une question. Chère Madame la ministre, vous ne pouvez pas faire évoluer une société avec des frères, sur la base de nomination des frères, des cousins, des cousines, tout ça. Ça, c'était à une époque où Alassane Ouattara n'était pas président. Donc, ce sont des situations qui, pour vous, n'avaient pas lieu d'être. Parce qu'il fallait dénoncer cela. C'est ce qu'on appelle le népotisme à la tête de l'État. C'est pire même. Vous avez dénoncé ça farouchement. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous, là, vous êtes associé à la rébellion. Vous êtes associé aux déstabilisateurs. Parce que vous avez estimé que ces méthodes, cette façon de faire là, n'étaient pas des choses bonnes à recommander. Vous le dites ici, sur un plateau de télé. Je suis d'accord avec vous. À l'époque, vous reconnaissiez que ce ne sont pas des choses, des pratiques à encourager. Et vous ne vous êtes pas simplement tenu à dénoncer cela. Vous êtes allé beaucoup plus loin. Vous avez décidé d'organiser des bandes armées et puis venir tuer des gens parce que, tout simplement, ils ont nommé leurs frères à la tête des différentes institutions. On vous aurait demandé de nous en apporter les preuves. Vous n'auriez pas été capable. Mais soit, je vous l'accorde. Maintenant que vous êtes vous-même ministre dans le gouvernement où les frères a dépassé le stade. Il n'a pas dépassé, hein. Il est ministre de la Défense. Le frère, il est ministre de la Défense. Et mieux, il est vice-premier ministre. Et puis, il est ministre d'État. Que dites-vous de ça? Que dites-vous de ça? Vous qui étiez en train de vous plaindre de la nomination des frères, là, Madame Kaba Niali, là, qui dit qu'elle est ministre de Ouattara, là. Pourquoi subitement vous vous taisez? Vous allez payer pour tout ça. Parce que vous avez pris la vie d'honnêtes citoyens pour, selon vous, dénoncer justement ces mauvaises pratiques-là. Mais quand vous êtes arrivé au pouvoir, vous faites même 10 000 fois pire. C'est vous qui gérez la Côte d'Ivoire comme une entreprise familiale. C'est Ouattara qui a construit, qui a créé la Côte d'Ivoire. On l'a vu de nos propres yeux ici. En 1990, d'abord en 89, c'est là qu'il est apparu devant les Ivoiriens. On ne savait même pas qu'on avait un ressortissant. Les fils de la Côte d'Ivoire, là, ils sont connus. Donc avant que vous ne veniez en Côte d'Ivoire, là, la Côte d'Ivoire existait. La Côte d'Ivoire fonctionnait. La Côte d'Ivoire, on vivait. Il y avait route, il y avait pont, il y avait l'eau, il y avait courant, il y avait école. Est-ce que quand vous êtes venus là, les Ivoiriens ne partaient pas à l'école? Il y avait l'INP, il y avait l'ESCA, il y avait l'école d'agronomie. Il y avait toutes ces écoles-là qui étaient là. Il y avait les lycées, il y avait les collèges, il y avait les sociétés d'État, il y avait la CIE, il y avait la Petroci, il y avait tout ça. Ça existait? Ou bien il n'y a que quand vous êtes arrivé que tout ça, subitement, est apparu, comme par magie. Tout ça existait. Donc, c'est quoi vous voulez nous faire croire que vous avez apporté de nouveau? À part cette plaque noire, cette couche noire, abusivement appelée goudron, qu'est-ce que vous avez créé de nouveau? Juste pour laisser votre nom, dans, je sais pas moi, dans la vie politique ivoirienne. Je crois que vous avez donc suivi, la situation est en train de dégénérer, mais nos autorités nigériennes font donc tout leur possible pour stopper cette situation. Alors je tiens donc à vous rappeler que dans cette église médiatique, nous allons décrypter toutes les situations qui se déroule alors je vous parle du côté de l'AES parce que la France veut tout faire pour renverser l'AES, mais elle ne pourra pas parce que avec le service de renseignement que l'AES a, nous savons que l'AES va toujours vaincre. En tout cas, restez donc scotchés, restez donc connectés, restez donc en alerte parce que des révélations continuent de pleuvoir juste après l'arrestation de ces
certains individus non identifiés de nationalité française qui ont donc franchi le périmètre du Niger. En tout cas, restez donc scotchés, restez donc connectés parce que des révélations arrivent et nous allons vous tenir informés de tout cela. Portez-vous bien, portez-vous bien. Ici, nous sommes aujourd'hui en train de vous retranscrire l'actualité, la matinale en fait. Donc, en Afrique de l'Ouest, CEDEAO et dans l'AES, nous sommes dans l'actualité proprement dit. En tout cas, bisous là-bas les gars. Bon.